L'entrepreneuriat. 2 décennies déjà que ce concept alimente les discussions. Dans les tournois d'eau comme dans les agoras, vieux et jeunes, diplômés et non diplômés, travailleurs et sans emploi, tous n'ont que ce mot à la bouche. Le politique en a fait une arme contre son incapacité à employer les jeunes et ces derniers en ont fait l'objet de tous les fantasmes. Croyant obtenir la solution ultime au manque d'emploi et au chômage, des milliers de jeunes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, tout comme des milliers d'autres se lancent dans l'aventure migratoire pour l'Occident pensant y trouver l'Eldorado. Désillusion entre les nombreux défis du quotidien que leur impose la situation précaire et les difficultés à braver pour voir enfin leurs idées prendre corps, il y a des non-dits qui ont éconduit de nombreux d'entre eux. Pour les aider à sortir de l'eau, plusieurs programmes d'accompagnement et de subvention ont vu le jour grâce à des particuliers, des ONG et d'autres organisations qui ont pour seul objectif aider ces jeunes à développer l'économie du Cameroun en créant des emplois. Mais très vite, ce qui était vu comme l'élément clé du succès de ces jeunes va vite se transformer en boîte de Pandore. Nous avons décidé d'enquêter sur ce phénomène afin de mesurer l'impact des 10 programmes sur l'écosystème entrepreneurial et sur les participants. L'objectif est de savoir pourquoi l'accès au financement est encore difficile aux jeunes pousses, malgré les programmes d'appui et de financement disponibles. Quels sont les critères de sélection des projets? Qu'est-ce qui motive la plupart des jeunes à prendre part à ces programmes? Et surtout, comment expliquer les nombreuses irrégularités? Pour mieux comprendre la situation, nous sommes allés à la rencontre des jeunes entrepreneurs. Bien sûr, tous n'ont pas souhaité s'exprimer face à notre caméra, mais les retours restent les mêmes. On s'attendait aux résultats pendant la finale, c'est-à-dire les filles, c'est que les femmes, hein. Les filles, on a pitié, il y avait vraiment de tout et tout. En principe, les résultats devraient être disponibles avant la fin, c'est-à-dire à la fin du pitch. Mais on nous a renvoyé à, je crois, 2 semaines, une semaine si j'ai bonne mémoire. Ça prête à confusion, on peut se dire, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent positionner. Bref, ça prête à confusion. On va dire l'irrégularité la plus populaire, c'est la personne qui gagne au concours. Parce que, au final, on ne sait pas souvent quels sont les critères qui sont véritablement pris en compte pour permettre à un candidat ou à un autre d'être déclaré vainqueur et gagnant d'un concours. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, participer à un concours, c'est participer à un concours pour apprendre, mais pas pour gagner. Parce qu'on a l'impression que les gagnants sont déjà connus. Des désillusions qui se justifieraient par les attentes biaisées de ces jeunes. C'était pas pour apprendre, non, mais c'était pour avoir l'argent, parce que j'étais sûre que ma solution, c'était une solution qui devait révolutionner le monde. Nous, on voulait se frotter à d'autres entrepreneurs de par le monde entier. Et on voulait partager avec eux notre expérience et également tirer des leçons. Pour le concours entrepreneurial, il y avait ce côté challenge qui était très intéressant. Ce côté où on te pousse à davantage creuser ce que tu veux proposer. Interrogés sur les nombreux manquements observés, certains promoteurs n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais pour d'autres, plusieurs facteurs peuvent expliquer ces manquements. La plupart du temps, les personnes sur lesquelles les entrepreneurs crient, ce n'est pas de leur faute. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai été un bénéficiaire du PNUD. Nous, on a eu un problème, par exemple, du fait du retard des équipements qui étaient censés nous aider à travailler. Or, dans les procédures du PNUD, ils ne peuvent pas eux-mêmes aller payer ces équipements. Donc, ils recrutent une entreprise camerounaise avec qui ils ont un contrat qui est censé le faire. Et ils mettent cette entreprise-là en contact avec les bénéficiaires. Maintenant, si l'entreprise ne fait pas bien son travail, ce n'est pas nécessairement la faute du PNUD. Imaginez-vous, des fois, vous commencez à la recherche des partenaires ou des sponsors qui vous donnent des accords, des fois verbaux, et à la dernière minute, ils se désistent. Or, vous êtes déjà lancé sur le terrain, vous avez commencé à prendre des engagements, et ça devient difficile après de faire marche arrière. Donc, vous devez trouver des palliatifs, voir comment vous pouvez arrondir. Il peut aussi arriver que il y a plus de projets intéressants. Parce que des fois, on veut peut-être
peut-être récompenser 1 ou 2 ou 5. Après, on se trouve qu'il y a 10 très très bons projets. On ne saurait lâcher. On voudrait tout pour soutenir le maximum. Et donc là, des fois, les montants ou les packages des différents récompenses sont repartagés ou redistribués. Quant aux critères de sélection des projets éligibles aux nombreux financements, les investisseurs s'accordent sur un point. Si le financement reste la première motivation des jeunes à l'égard de ces programmes, beaucoup reste à faire quant à leur qualification aux nombreux financements disponibles. Pour cause, les critères élémentaires pas toujours respectés. Il y a parfois aussi une logique de comment est-ce que vous présentez votre projet, comment est-ce qu'au moment du concours, comment est-ce que vous arrivez à convaincre le jury en face. Et voilà, une personne peut gagner un concours parce qu'elle a une meilleure capacité de conviction qu'une autre, même si les projets ne sont pas forcément les mêmes, même si son projet est meilleur que celui qui a gagné. Donc, ça peut arriver que justement, parce qu'on est dans le cadre d'un concours où il n'y a pas le temps de creuser le projet un peu plus en profondeur, d'avoir des due diligence un peu plus longs, que les membres du jury peut-être s'orientent vers le promoteur qui a une capacité de conviction un peu plus forte. Le premier critère est le critère innovant de la solution, parce que ce ne sont pas les idées d'entreprise qui manquent, les idées rentables même qui manquent. Et l'innovation peut être technologique comme non technologique, mais il faut ce caractère innovant pour permettre de se démarquer face à la concurrence. Deuxième critère, l'impact socio-économique de la solution du porteur de projet. Donc, combien de personnes il va employer, quel est le chiffre qu'il va dégager, assiette fiscale. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects socio-économiques. Pour sélectionner un projet et le financer, je pense que c'est déjà important de dire que chaque investisseur a ses critères. Maintenant, il y a des critères qui peuvent être communs à chaque investisseur. En général, très peu d'investisseurs ont investi dans un projet qui n'a pas encore de chiffre d'affaires. Donc, avoir un chiffre d'affaires, déjà, c'est un des critères les plus réguliers. Un deuxième critère également qui est important et que nous, on regarde notamment chez nous, c'est le caractère innovant. Quelle est l'innovation que le projet apporte sur son secteur d'activité ou bien à la clientèle. L'autre critère qui est également important surtout pour les entreprises en début de vie, les startups, c'est le degré d'implication du promoteur et de son équipe, notamment à quel niveau, jusqu'à quel degré le promoteur est impliqué dans son projet. Donc, est-ce qu'il est impliqué à 100% ou bien est-ce qu'il est une autre activité? Au-delà de ces trois critères, on peut également avoir des critères sectoriels. Dans quel secteur est-ce que l'entreprise se retrouve? Sans réelle connaissance des affaires ou de leur projet, les investisseurs peinent à apporter un soutien efficace. Mais les difficultés sont aussi une opportunité de croissance.